WPM Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs des services généraux, animée par Alain Marty et Pauline Riglet, en partenariat avec le Bureau Contemporain et de Richebourg Multiservices. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à bord de Workplace Management Radio. Vous êtes 4800 directeurs des services généraux et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, comme vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, WPM Radio. TV. À mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission, Nicolas Kovacs, directeur du développement national de Richebourg Multiservices, et Armelle Griot, responsable du showroom de LBC, le bureau contemporain. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, nous recevons Nicole Degbeau, auteure du livre « Recrutez-vous, la jungle de l'emploi de A à Z » et fondatrice de l'Acabric. Bonjour Nicole. Bonjour. Alors Nicole, vous avez fait des études de droit, puis un master en marketing stratégique et management commercial. C'est le peu d'informations qu'on a réussi à avoir sur votre parcours parce que vous estimez qu'on ne peut pas vraiment juger les gens sur leur parcours universitaire. Alors expliquez-nous cette vision. Alors ça, j'avoue, c'est une bataille culturelle. J'aimerais que lorsqu'on présente les personnes en France, on oublie leur diplôme, puisqu'au bout de quelques années, on est ce qu'on fait. Voilà, on n'est pas... Je me bats contre la notion de statut attribué. Donc plutôt le faire, finalement, c'est ça Les réalisations des gens. Voilà, les réalisations. Vous pouvez parfaitement avoir fait de grandes études et n'être bon qu'à faire de grandes études. Alors, vous avez écrit cet ouvrage « Recrutez-vous, la jungle de l'emploi de A à Z ». Pourquoi ce livre ? Comment est né ce projet ? Ce projet est né pendant le confinement. Il est né à l'issue d'un grand projet que j'ai mené avec la direction régionale de Pôle emploi, au moment où le gouvernement mettait l'accent sur l'accompagnement des jeunes. Et donc, c'était un projet en plusieurs étapes, en 4 mois exactement. Mais c'était un projet vraiment pluridimensionnel, avec une collaboration avec la direction régionale Île-de-France, la direction territoriale de Paris, une immersion de conseillers emploi pour les faire monter en compétences, et une promotion de 21 personnes, dont 80% de jeunes. Et il se trouve que vers la fin, il y avait une séance de training, et moi j'aime laisser quelque chose, et je m'étais dit qu'il fallait leur laisser quelque chose pour qu'ils arrivent à décrypter la jungle de l'emploi, parce que c'était des publics plutôt fragiles, qui méconnaissaient totalement la coulisse de l'emploi. Et donc, fort de mes expériences passées, je me suis dit que j'allais leur divulguer des choses qu'on lit assez peu. Voilà. Et c'est comme ça qu'est né ce livre, qui au départ devait être un espèce de guide. Et puis une chose en entraînant une autre, je me suis dit que c'était un livre. Et j'en ai fait un livre. Donc, sur les coulisses, en fait, du marché du recrutement, hein, c'est ce que vous dites. Et du coup, il s'adresse particulièrement à qui ? Aux jeunes ? Tout le monde. Tout le monde, finalement. Ouais. Toute personne, en fait, qui ne comprend pas comment fonctionne le marché de l'emploi. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui, au sortir de l'école, ont eu l'opportunité de rentrer dans une entreprise dans laquelle ils ont fait carrière. Donc, ils ne se sont jamais véritablement confrontés à la dureté ou à l'incompréhension, finalement, du marché de l'emploi. Alors, comment faire ? Voilà, quand on doit, au bout de 15 ans, par exemple, se positionner sur le marché, comment on fait quand on est licencié et qu'on comprend absolument pas, voilà, comment retrouver un travail. Donc voilà, c'est un livre que j'ai voulu simple, pratique, articulé autour de 5 chapitres. Et alors, en fait, on a quand même quelques infos. Vous avez travaillé près de 20 ans en tant que salarié dans des groupes américains, dans le conseil, dans les ressources humaines. Oui. Et en fait, finalement, ce que vous avez dit, c'est qu'il y avait un décalage, peut-être, entre les attentes des recruteurs et la manière de se présenter, finalement, des gens qui cherchaient des candidats, quoi. C'est ça que vous avez dit, il y a un décalage, il faudrait... Pour justifier le livre ? Oui. C'est surtout qu'il y a beaucoup de candidats. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes en réalité qui ne choisissent pas leur travail. Voilà. Et moi, je ne comprends pas ce point. Voilà. Je considère qu'il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas précisément parce qu'ils ne se sont pas posé les bonnes questions. Il y a beaucoup de gens aussi qui ne trouvent pas parce qu'ils ne savent évidemment pas se mettre en valeur. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas parce qu'ils ne savent pas gérer les entretiens de recrutement. Et voilà. Et de l'autre côté, vous avez aussi pas mal de recruteurs incompétents. Donc, comment est-ce qu'on fait pour gérer un recruteur qui ne sait pas questionner, qui ne sait pas dépasser ses biais ? Et il y en a beaucoup. Et voilà, donc j'ai voulu que... C'est un livre d'ailleurs qui pourrait être lu par les ressources humaines. Alors, justement, pour être justement bien clair, finalement, ce livre, il intervient après la création de l'Acabric. Tout à fait. Voilà, expliquez-nous cette entreprise...
En quoi ça consiste ? Alors, la Cabric, c'est une entreprise fondamentalement qui accompagne les transitions de manière peut-être un peu plus sophistiquée. Il s'agit d'accompagner les transformations pour relier l'économie à l'humain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au gré de ces plus de 20 ans d'expérience que j'ai acquises, je me suis dit, j'ai observé en tous les cas un dysfonctionnement sur le marché du travail. J'ai observé que beaucoup de dirigeants avec de grandes ambitions qui n'arrivaient pas à concrétiser parce qu'il y avait une forme de désalignement finalement entre les enjeux de l'entreprise et les motivations des personnes. Et dans le cadre de mon activité, notamment de chasseur de tête, j'ai échangé avec des milliers de gens, pour ne pas dire des millions de gens. Et quand je leur demandais ce qui serait de nature à les amuser, ils ne comprenaient pas la question. Et donc, je ne comprenais pas qu'on ne puisse pas associer plaisir et travail. Et c'est comme ça que, petit à petit, j'ai essayé de craquer l'équation en me disant, mais c'est quand même pas possible. On ne va pas dire que la majorité des gens n'aiment pas travailler. Et le sujet n'est pas celui-là. Simplement, beaucoup de gens ne se connaissant pas, beaucoup de gens n'osent pas ambitionner. On a un problème avec le rêve en France. Voilà. Et donc, c'est vrai que, culturellement, je m'inspire davantage de la culture américaine, du rêve américain, quoi. Voilà, que les gens aillent conquérir ce qui les amuse. Nicolas Kovacs. Bonjour. Bonjour. Vous parlez beaucoup de recrutement, d'inéquation entre Oui. le recruteur, le recrutant. Oui. Êtes-vous d'accord avec le fait qu'aujourd'hui, le recrutement est plus sur du savoir-être que du savoir-faire, partant du principe que le savoir-faire, c'est l'entreprise qui doit ensuite l'apporter aux collaborateurs et qu'on vient plus chercher du savoir-être ? Alors, je dirais oui et non. Le recrutement a toujours été une combinaison de hard skills, de soft skills et la mise en perspective du potentiel d'une personne et ensuite l'adéquation entre les valeurs de la personne et la culture de l'entreprise. Un bon recrutement, c'est ça et ça a toujours été ça. Il se trouve que parce que le marché du travail connaît certaines difficultés. Il y a des pénuries de postes. Il y a des pénuries, de personnes, de candidats, sur certains postes, notamment les postes de développeurs, mais pas que. Et donc, il y a des secteurs qui sont en tension, comme on dit. Et donc, dans ce contexte, vous avez des entreprises qui commencent à se dire, puisque c'est compliqué de recruter certains profils, précisément parce que parfois on ne les trouve pas, on va essayer de se focaliser sur les soft skills pour pouvoir recruter potentiellement les bonnes personnes et ensuite leur apprendre les savoirs durs, donc les hard skills. Bon. Est-ce que c'est vraiment fait ? Oui et non. Voilà, le diplôme est encore malheureusement le premier filtre. Et est-ce qu'on utilise suffisamment la question du potentiel en France ? Moi, je trouve pas. Voilà. Et puis, je trouve que souvent les définitions de fonction sont mal faites. C'est-à-dire, très souvent, c'est surdimensionné. C'est-à-dire, moi, je me souviens. Quand j'étais étudiante et que je devais travailler, je m'étais présentée dans une boulangerie. Et donc, comme j'avais jamais travaillé dans une boulangerie, ils avaient considéré que je pourrais pas vendre du pain. J'adore le pain. J'aurais dû être avocate, donc je sais très bien plaider. Et donc, ils ne m'ont même pas donné ma chance et je trouvais ça ridicule. Voilà, je me suis dit, non, mais tout le monde sait vendre du pain, quoi. Voilà. Et on peut appliquer ce sujet en réalité à différents métiers. Bien sûr, il y a des métiers techniques qui sont normés et qui impliquent un certain nombre de savoirs. Mais c'est vrai que dans plein d'autres pays, la question de la compétence s'appréhende à l'aune de l'expérience. Et si j'ose dire, quand on regarde, je peux pas m'en empêcher, mais si on regarde les GAFA, Steve Jobs, je suis désolée, en France, je sais pas trop ce qu'il serait devenu. Il est autodidacte. Il a arrêté, il a pas fait d'études supérieures. Mark Zuckerberg, qu'on aime ou pas Facebook, c'est pareil. Est-ce que ça les empêche d'être intelligents ? Non. Est-ce que ça les empêche d'être des entrepreneurs à succès ? Non. Donc voilà, je trouve qu'en France, la question de la compétence mériterait d'être re-questionnée et de manière beaucoup plus générale, la question du travail mériterait d'être re-questionnée. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi je crée la Cabric, transformer de manière fondamentale le travail, la systémie du travail, les codes du travail. Armelle Griot, LBC. Alors, votre livre doit être passionnant. Il est vrai que le monde du travail est devenu compliqué et ma question se pose justement pour les jeunes qui sortent des études. Quels sont pour vous les premiers conseils à leur donner pour réussir leur première expérience ? Alors, une fois qu'ils ont intégré l'entreprise ? Non, déjà pour intégrer une entreprise. Pour intégrer une entreprise ? Pour l'entretien d'embauche. Moi, je dirais qu'il faut déjà oser aller vers ce qu'on veut et donc se détourner des injonctions sociétales. Voilà, ça c'est un premier sujet. Et ensuite, motiver son projet. Essayer d'identifier quelles sont les raisons pour lesquelles tel et tel métier sont susceptibles de nous intéresser. Pourquoi je choisis telle entreprise ? Poser des questions sur les valeurs, parce que je parle moi beaucoup des valeurs, parce que les valeurs sont un sujet
d'intégration au sein de l'entreprise et questionner également la culture managériale au-delà des valeurs, la culture managériale en fait des personnes auprès desquelles en réalité elles seront amenées à travailler parce que c'est important. Et si jamais, par exemple, moi j'aime la liberté, j'aime l'innovation, j'aime l'agilité, et que je vais travailler, je sais pas, moi par exemple chez Thales, qui est une entreprise qui est très normée, si jamais j'ai pas la possibilité de pouvoir m'épanouir, ce sera probablement un échec. Et donc pour éviter les erreurs de casting qui coûtent une fortune en temps et en argent pour tout le monde, autant poser les bonnes questions, mais surtout autant aller vers ce qu'on aime. Voilà. D'accord. C'est la question de l'alignement. Alors, ces derniers temps et ces dernières années, on a mis en place au niveau des entreprises le télétravail, qu'il soit d'ailleurs forcé ou un choix. Je voudrais savoir si pour vous, la mise en place du télétravail a été suffisamment réfléchie et surtout pour qu'il soit profitable aux salariés et à l'entreprise. Vous en pensez quoi ? Je pense que c'est un sujet qui a été réfléchi, mais pas de manière profonde. Voilà. Il y a une forme d'urgence, voilà, qui a obligé les entreprises à répondre à la notion de distanciation sociale. Elles ont dû continuer de fonctionner. Quand on nous a donné l'autorisation de revenir en présentiel, elles se sont dit comment protéger le plus grand nombre. Voilà. Et donc les espaces de travail ont été réaménagés à l'aune de ces contraintes. Et on le voit bien, il y a eu plusieurs séquences. Il y a eu la phase où un certain nombre d'entreprises expliquaient que le remote serait le mode de travail principal et que elle diminuerait le nombre de mètres carrés alloués aux collaborateurs. Et puis aujourd'hui, on en revient. Il y a une étude qui a été faite par le BCG et la NDRH qui explique que fondamentalement, ce qui va rester, c'est 2 à 3 jours de présence par semaine en fonction des négociations avec les syndicats. Bon. Ça, c'est un premier point. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas eu de réflexion fondamentale sur la valeur travail, de manière absolue, de manière presque philosophique. Voilà, à quoi sert le travail ? Quel est le contrat social qu'on doit repasser avec les salariés ? Parce qu'on voit bien aujourd'hui, je fais une petite incursion vers l'actualité politique, il y a une inquiétude fondamentale en fait chez les citoyens que doit régler pour partie l'État, mais que doit régler également l'entreprise. Et moi, je crois que à la fois l'État et l'entreprise, et y compris le citoyen, doit réfléchir à la notion de contrat social, parce que c'est le contrat social en réalité qui donne du sens en fait à la relation, notamment au travail et à la place de l'individu dans la société. C'est le contrat social qui va définir la notion d'utilité en fait des gens, qui va donner par ailleurs envie aux gens de se développer. Donc c'est vrai que la question du télétravail a été pensée à l'aune entre guillemets, du télétravail. Et donc, voilà, ce qui me désole, s'agissant exclusivement du télétravail, c'est que il y a le développement du flex office. Bon, c'est pas mal, mais ça dépersonnalise de manière singulière les espaces de travail. Bon, par ailleurs, le fait que les gens soient pas forcément tous là à 100% fragilise la culture de l'entreprise. Bon, on n'a jamais réfléchi aussi au fait que les open space, en réalité, sont une violence du quotidien pour tous les introvertis de la Terre. Voilà, ils supportent pas, il y a beaucoup de bruit. Donc on n'a pas pensé au confort des gens, on n'a pas demandé aux gens si le fait de devoir mettre ses affaires chaque soir dans un casier, c'était satisfaisant ou pas. On fait comme si tout le monde était d'accord, mais c'est faux. Simplement, les gens n'osent pas l'exprimer. Et donc je trouve que on parle beaucoup de dialogue social, mais en réalité, de quoi on parle ? Merci Nicolas, merci Armelle. Vous parliez des jeunes au tout début de cette émission. Vous êtes assez engagé au niveau associatif, je crois, justement par l'insertion par le travail au sein de 100 000 entrepreneurs. C'est une association, c'est ça, et vous aidez les jeunes. Alors expliquez-nous un peu quelle est votre activité. Vous allez dans les quartiers, expliquez-nous. Alors, à l'intérieur même, la mission de la CABRIC que j'ai expliqué tout à l'heure implique depuis le début un volet social. Donc, depuis la première minute où la CABRIC s'est créée, même quand elle ne produisait pas encore d'argent, même si en réalité j'en ai produit tout de suite, j'ai décidé que dans la CABRIC, il y aurait du pro bono. À terme, ce que j'espère, c'est que ce pro bono ou cet engagement social va s'incarner dans une structure qui s'appellera la CABRIC Éducation. En attendant, je suis engagée depuis plusieurs années auprès de 100 000 entrepreneurs pour aller expliquer aux jeunes. Et moi, j'ai choisi d'aller dans les quartiers fragiles, dans les quartiers défavorisés, pour parler de la notion même d'entreprendre sa vie. Comment entreprendre une entreprise, mais pas que. Entreprendre sa vie, c'est possible aussi. Parce que je lutte, moi, contre les déterminismes socio-culturels et je me dis que dans ces quartiers-là, ils en ont particulièrement besoin. Mais je ne fais pas que ça. J'espère rentrer en discussion aussi avec l'ESSEC pour voir comment est-ce qu'on peut donner envie à plus de personnes, à plus de
de ces jeunes-là, en tous les cas, d'intégrer les grandes écoles, etc. Donc tout ce qui peut favoriser l'insertion par le travail des gens en général, avec une attention particulière pour les populations fragiles, m'intéresse. Merci Nicole Degbeau, fondatrice et CEO de l'Acabric. Merci à vous aussi Nicolas et Armelle. C'est la fin de ce numéro de Workplace Management Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et puis on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h évidemment pour un nouvel invité. L'invité de la semaine de WPM Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec le Bureau Contemporain et de Richebourg Multiservices.